Alors, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 15 octobre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, assemblée publique, consultation, dérogation mineure, 2024-030, 034, 035 et 38. 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil exécutif municipal du mois de septembre 2024. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, convention entre la Ville de Donnacona et la SPA de Québec pour le recensement et la gestion de la vente des licences. 5.2, approbation du budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 5.3, demande de virement budgétaire, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Point numéro 6, législation des greffes. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue les 9 et 23 septembre dernier. Point numéro 7, gestion actuelle. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. 7.2, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, reconstruction de la caserne du service d'incendie. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2024-030 pour le 126 Clos. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2024-034 pour les 240 route 138. 8.3, PIA entre la ville, correction, entrée de la ville et l'espace commerciaux, autoriser de nouvelles enseignes sur le bâtiment commercial situé au 240 route 138. 8.4, autorisation de dérogation mineure 2024-035 au 407, correction 467, Notre-Dame. 8.5, autorisation de dérogation mineure 2024-038 au 247-249, avenue Saint-Anne. 8.6, PIA entre entrée de la ville et les espaces commerciaux, autoriser le remplacement de l'enseigne sur le bâtiment institutionnel situé au 470 route 138. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, félicitations au service des communications et au service de sécurité incendie pour la tenue de la journée de porte ouverte à la nouvelle caserne du service de sécurité d'incendie. 10.2, aide financière à l'organisme Entraide communautaire pour l'organisation de l'opération des routes 2024. 10.3, appui à l'organisme Allo Entraide communautaire, projet pilote de curateur public du Québec. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. M. Charmel, si nous avons des affaires nouvelles. Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles de ce mois. Non, ça n'est pas de mon côté non plus. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance pour septembre 2024. 13.2, dépôt de la liste des déboursés du 10 septembre 2024 au 10 octobre 2024. Et point numéro 14, ce sera la levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point 1, sur l'Assemblée publique de consultation sur les dérogations mineures 2024-030, 034, 35 et 38. Donc, dans un avis public là, qui est paru le 10 septembre 2024, donc les personnes intéressées ont été invitées à participer à l'Assemblée publique de consultation concernant 4 demandes de dérogation mineure.
Donc, les personnes qui avaient un intérêt pouvaient également le transmettre par écrit leurs commentaires plus tard jusqu'à aujourd'hui, 15 heures. Donc, les différents commentaires écrits qui ont été reçus concernant ces demandes. Donc, les 4 demandes. Donc, la première, c'est 2024-030 126 Avenue Clos. Donc, c'est dans le cadre d'une demande de permis afin d'autoriser la transformation à une distance inférieure des limites voisines d'un garage isolé situé au 126 Avenue Clos. Va convertir ce dernier en un bâtiment d'agrément ouvert sur deux côtés en retirant la porte de garage et intégrant une partie fermée pour le rangement. Donc, la demande de dérogation 2024-030 vise à autoriser pour le bâtiment d'agrément transformé une implantation à une distance inférieure des lignes du terrain mesurée à 0,73 m et du minimum de 1,5 m prescrit et la conservation d'un mur fermé donnant sur le terrain voisin de l'hôtel de ville pour un souci d'intimité et de sécurité, contrairement à la norme exigeant des murs ouverts. Donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver la demande en cas de la demande, le CCU 2024. Donc, est-ce que les gens souhaitent intervenir concernant la demande au 110 à nouveau? Donc, la suivante est 2024-034 ou 240 route 138. Donc, dans le cas de permis, afin d'autoriser le changement de plusieurs enseignes sur le bâtiment commercial situé au 240 route 138. Donc, soit 3 enseignes pour différentes bannières de restaurants ainsi que l'ajout d'un logo de la franchise Subway sur la façade droite du bâtiment. Donc, la demande de dérogation mineure vise à rendre conforme à la superficie totale des enseignes existantes du restaurant Salvatore équivalente à 13,1 m² au lieu du maximum de 12 mètres prescrits par établissement pour un centre commercial et d'autoriser une superficie totale supérieure pour les nouvelles enseignes du restaurant Subway projetée à 13,68 m² au lieu du maximum de 12 mètres autorisés. Donc, le CCI a recommandé au Conseil d'approuver la demande de la rencontre du 29 avril. Est-ce que les gens qui souhaitaient intervenir concernant la demande au 240 route 120? La suivante concerne le 2024-035, donc le 467 rue Notre-Dame. Donc, c'est une demande de permis qui a été déposée afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal situé au 467 rue Notre-Dame, incluant l'aménagement de 2 accès vers les stationnements projetés. Donc, la demande de dérogation 2024-035 vise à autoriser 2 accès au lieu d'un maximum d'un pour un terrain dont la ligne avant est inférieure à 30 m. Une largeur inférieure pour l'une des allées d'accès projetées à 2,59 m au lieu du minimum de 3 m. Donc, le CCI recommandait au Conseil de refuser la demande de délégation mineure telle que présentée, en précisant au requérant que le CCI soit ouvert à recommander favorablement un empiètement d'un second stationnement devant l'agrandissement projeté et une délégation mineure de 2,27 m au lieu du 3 m prescrit par la réglementation. Et donc, suivant le refus du nom de demande et les modifications au projet par le requérant, l'empiètement d'un second stationnement devant l'agrandissement projeté, la demande modifiée maintenant de 3,81 m au lieu de 3 m presque. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande au 467 rue Notre-Dame? Finalement, la dernière, 249 avenue Sainte-Anne, donc dans le cadre d'une demande de permis afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel bifamilial isolé situé au 247-249 avenue Sainte-Anne, donc incluant l'aménagement de 2 accès vers les stationnements projetés. Donc, la demande de dérogation vise à autoriser 2 accès au lieu du maximum d'un pour un terrain dont la ligne avant est inférieure à 30 m. Donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver conditionnellement cette demande. Donc, la demande, la condition dans l'exigé du requérant qui remplace les 2 arbres matures qui devront être abattus pour réaliser la nouvelle construction par 2 nouveaux arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres chacune en façade. Donc, c'est des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande de 247-249 avenue Saint-Anne. Donc, ça complète la santé publique de ces demandes-là. Donc, les sujets-là sont plus loin dans le dessous. Merci, Julien. Alors, au point 2, ce sera le rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales pour le mois de septembre.
côté, le 3 septembre, je vais assister à l'UMQ et les villes de centralité. Le 4 septembre, le comité de travail, le Conseil des maires qui se déroulait au lac de Serpent. Le 5 au 8 septembre, à peu près comme tout le monde, on a participé à l'expo de Donnacona. Le 9 septembre, j'ai participé au comité de sécurité publique d'un rapport de la Sûreté du Québec. Nous mentionnait que la criminalité a augmenté au niveau de la MRC de Portneuf, mais c'est pas juste à Portneuf, c'est dans toutes les autres MRC. Il y a la criminalité est à la hausse, surtout les crimes avec voie de fait. Il y a une grande augmentation de ce côté-là. Depuis, ils voient cette augmentation-là depuis vraiment la pandémie. Là, il y a vraiment une courbe là, qui augmente là, depuis la pandémie, mais on n'est pas les seuls, comme que le commandant de la Sûreté du Québec mentionnait, on n'est pas les seuls dans la MRC de Portneuf. Les autres MRC également ils font partie de cette hausse-là également, mais on a juste encore regardé les nouvelles pour être au courant que la criminalité est à la hausse dans la région de Québec également. Le 10 septembre, je participé à la commission de développement économique au niveau de la MRC. Le 11 septembre, c'était le barbecue des employés. On voulait souligner la semaine des municipalités. Alors, chaque année, on fait toujours un barbecue pour jaser justement avec nos employés qu'on ne voit pas toujours régulièrement. Le 2 septembre, j'avais une entrevue avec la télévision communautaire sur le CJSR. Naturellement, on a parlé des points important au niveau de la ville de Donnacona, principalement de l'aide financière de 17 millions pour les aidants aérés. On a parlé naturellement de la caserne de pompiers. Microsoft et AIM, c'était des 4 points qui ont été discutés durant cette entrevue-là. Le 12 septembre, j'ai participé à la visite avec les employés de la ville de la caserne d'incendie. Le 15 septembre, j'ai participé au déjeuner de jumelage de Jarnac avec M. Pagé. Le 18 septembre, c'était le conseil des maires au niveau de la MRC. Le 20 septembre, j'ai participé à un tournoi de balle donnée avec les membres de la MRC pour annoncer des fonds pour la sclérose en plaques. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis qu'il restait quelque chose à régler, mais c'est environ 8 000 $ qu'on avait annoncé au niveau de la MRC pour la sclérose en plaques. La MRC avait une équipe, la Sûreté du Québec avait une équipe, 2 équipes cette année. Il y avait les pompiers, les ambulanciers, donc tout en rapport un peu avec la santé là, qui était impliqué dans ce tournoi-là. Le 21 septembre, j'ai assisté au funérailles de l'ancien maire de Deschambault-Grondines, M. Gaston Arquet. Le 21 septembre, j'ai fait un petit tour pour le tournoi de balle donnée également du Metal Perro qui se déroulait ici à Donnacona. Le 24 septembre, j'ai participé à la table de concertation de l'immigration. Il y a un point qui m'a frappé durant cette rencontre-là, c'est que le gouvernement veut diminuer le nombre d'immigrants qui travaillent avec le salaire plus beau que la moyenne du Québec. Le salaire moyen de l'heure au bout du Québec est à 27 $ quelques sous. Fait que là, il met de la pression sur ceux qui engagent des employeurs. Ils veulent diminuer de 20% à 10% des immigrants qui travaillent pour eux, ceux qui ont des salaires de moins de 27 $ de l'heure. Puis naturellement, ben, ceux qui sont visés, ben, c'est toute la restauration rapide, surtout, qui sont visés là-dedans. Je trouve ça décevant parce que eux, il faut qu'ils diminuent le nombre d'immigrants. Ouais, comme ils sont arrivés ici. C'est sûr qu'ils vont essayer de chercher un travail plus hautement rémunéré, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis comme j'ai mentionné, moi, je suis un gars qui va souvent à la restauration rapide. Puis je crois que depuis qu'on a des immigrants ici, en particulier le McDonald's, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien servi. Depuis, c'est des immigrants qui travaillent dans le restaurant, mais c'est pas moi qui contrôle de ce côté-là. Mais ils devaient diminuer de 20% à 10% le nombre de travailleurs immigrants qui travaillent dans la restauration, surtout rapidement. Le 24 septembre, c'était l'arrivée des gens maquets qui sont arrivés ici à Donnacona. Et le 28 septembre, c'était la porte ouverte de la nouvelle caserne. Donc, c'est plus un grand succès. Plus de
1 millier de personnes ont facilement pensé voir de nouvelles casernes. Alors, ceci complète le mois de septembre de mon côté. Je le remets, et ça va donner. Merci, monsieur le maire. Donc, comme à l'habitude, le fait saillir un peu de chacun des services au cours du mois de septembre. De mon côté, à la direction générale, bon, évidemment, la poursuite des travaux entourant le plan triennal des immobilisations 2025-2027. On était également impliqué pour la gestion de 2 dossiers de propriété avec le service de sécurité incendie, le service de l'urbanisme, la Sûreté du Québec. Donc, on a eu, c'est pas des dossiers, on a travaillé souvent, mais là, on en a eu 2 particulièrement dans le secteur qu'on a dû s'impliquer. Plusieurs discussions, des rencontres au niveau de la gestion financière du comité de l'ordre criminel des Diablos de Donnacona-Pont-Rouge ont eu lieu également au cours du mois de septembre. Ça chemine de ce côté-là. Il y a eu la préparation de la 2e journée de travail avec les directeurs de services sur notre planification stratégique 2025-2029, qui est en cours d'élaboration actuellement. Et comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, j'ai supporté et participé également à 3 activités organisées pour nos employés dans le cadre de la semaine des municipalités et évidemment la journée porte ouverte également de notre caserne incendie. Au niveau du service du greffe, Maître Julien qui a travaillé aussi, évidemment en compte des séances et des suivis des séances des 9 et 23 septembre, suivi d'un projet de règlement particulièrement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Poursuite des travaux à mettre en place pour respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels, le nouveau calendrier de conservation des documents et la gestion électronique des documents et l'optimisation des processus administratifs. Un travail qui, là, prend une autre vitesse là, depuis justement le retour des vacances, comme on l'avait dit en début d'année. Donc là, il y a de la formation auprès des employés pour tout vraiment qu'on puisse passer autant au niveau des comptes recevables, des comptes payables, éventuellement la gestion des projets pour qu'on soit de plus en plus sans papier. Donc, avec un fonctionnement qui va éviter beaucoup de déplacements quand même à nos employés pour des approbations de factures, rendre ça plus efficace, optimal, tant dans l'administration que dans la conservation également par la suite. Maître Julien a travaillé à 4 demandes d'accès à des documents, mise à jour du parc informatique également avec notre technicien externe et suivi de quelques dossiers de nature de gestion contractuelle, de nature juridique et de gestion informatique, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau des loisirs, je me résumer, le directeur n'a pas eu l'occasion de terminer son rapport, mais bon, évidemment, il y a eu la tenue d'expo dans la colonne qui a demandé quand même un bon support comme à chaque année. Le démarrage de la glace tout de suite après la fin de l'expo pour le début de nos sports de glace. Et à travers ça, c'est l'intégration de notre nouvel agent de bureau depuis le 21 septembre dernier. Donc, je dirais que c'est pas mal ça qui a retenu l'attention du côté du service des loisirs, en plus de tout le début des cours de la session automnale là, dans différentes sphères là, des loisirs. Au niveau de la Cour municipale, c'est 191 constats qui ont été saisis au mois de septembre. C'est 30 de ces constats-là qui portent sur le territoire de la ville de Donnacona. Et il y en a 52 de l'ensemble des constats qui touchent la circulation. En septembre, il y a eu 4 séances de cour municipale avec un traitement de 72 dossiers au complet. Il y a eu deux séances de jour et 2 séances de soir là, qui ont été faites. Au niveau des communications, outre la mise à jour quotidienne du contenu de notre site Internet, nos enseignes, tout ça, là, on est rendu plus de 6100 abonnés à notre page Facebook actuellement. Mais Mme Vallière a travaillé beaucoup à la préparation, évidemment, de notre kiosque à Expo Donnacona, les activités de la semaine des municipalités, les journées portes ouvertes. La production du calendrier 2025 est déjà commencée. En plus des préparatifs pour l'accueil des gens d'accueil, l'accueil des nouveaux arrivants qui s'en vient également, la journée hommage aux anciens combattants également, là, des choses qui s'en viennent. Nous avons continué à avoir un très bon achalandage sur notre site Internet. C'est plus de 4500 personnes là, qui se sont rendues sur le site Internet uniquement pendant le mois de septembre. Je dirais qu'au niveau du service de l'administration, il y a eu une mise à jour de tous les projets d'investissement au cours du mois. La mise en place du fonctionnement pour la facturation pour les nouveaux compteurs d'eau, on va y revenir tout à l'heure.
facturation des droits de mutation, certains certificats de modification qu'on a reçus de la Université de Portneuf également, et tout l'aspect de reddition de compte pour des aides financières qu'on a obtenues. Donc, évidemment, je ne peux pas passer outre que c'est vraiment, on est dans la phase intensive qui va nous amener à l'adoption du donc, préparation de tous les postes budgétaires pour les différents services avec des simulations qui sont faites. Donc là, on tombe vraiment dans la phase un peu plus aiguë de toute cette préparation-là. Au niveau de l'urbanisme, on est rendu à 311 permis, donc 18 nouveaux bâtiments principaux. C'est une valeur totale de 32 891 000 depuis le début de l'année. Monsieur Fillon et son équipe ont travaillé sur des projets, plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. On n'a qu'à penser nouveau commerce sur le boulevard Les Écureuils, site de AIM, le projet optique de Nakona qui a été inauguré officiellement la semaine dernière avec nos belles photos le long de la route 138. Un escalier qui mène au Parc des Berges qui devrait être terminé d'ici la fin du mois d'octobre, ça va très bien. Promenade fleuve où il y a eu des aménagements également installés. Le plan 2.0 de mise en valeur du parc régional à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Il va y avoir une présentation justement aux citoyens le 23 octobre prochain à la Maison de la Culture. Et suivi des vidanges des fosses septiques également, là, comme les citoyens sont dans le 95, là, qui possèdent des fosses septiques. Et à tous les 2 ans, il y a un service qui est fait par la régie. Donc, on suit ça évidemment de près. Il y avait toute la procédure de révision des tonnages de nos industries, commerces et institutions pour la régie, justement, de gestion des matières résiduelles. C'est en vue, on a une résolution ce soir d'adoption du budget 2025. Donc, en amont de tout ça, il y a toujours cette révision-là qui est faite. Au niveau des compteurs d'eau, on est rendu à 77 compteurs d'eau qui sont soit installés ou en voie de l'aide sur les 179 qu'on a à faire avant le 1er juin 2025. Donc, on est à 43 Ça augmente tranquillement, mais sûrement. On a fait des rappels au commerce de façon globale, mais de façon individuelle également à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Au niveau des licences de chiens, on est à 86 de notre objectif qui avait été fixé avec les licences de l'année passée. Donc, on est rendu officiellement à 672 licences qui ont été octroyées ou renouvelées en 2024. Et il faut mentionner que la SPA Québec a fait 74 interventions sur notre territoire depuis le début de l'année. Donc, soit des abandons d'animaux, des captures avec des cages, des animaux qui ont été trouvés. Donc, ce travail-là que notre service de l'urbanisme quand même suivi en collaboration avec la SPA et suivi de quelques dossiers de plaintes, de règlement de zonage, d'inspection préventive et de nuisance également qui ont eu lieu. Service des travaux publics, on a organisé nos opérations sur des tâches comme le peinturage des bancs de fontaine, le fauchage, l'entretien des parcs et affiches, l'entretien et le ménage de bâtiments, incluant les équipements motorisés. C'était la réception de notre bâtiment Onco. Une fois que nos camions incendies ont quitté les lieux, on a pu le récupérer pour l'utilité première. Donc, ça arrivait à un bon moment. Ça nous laissait le temps de préparer, de tout nettoyer avant l'arrivée de l'automne. Et on a également, au niveau mécanique, consacré du temps à mettre en fonction notre niveleuse pour la période automnale et hivernale, le nivelage des chemins pour l'automne avant les gels définitifs du mois de novembre. Donc, ça a pu être fait. Et pour le reste, là, comme je le disais, tombe des espaces verts, les opérations de pavage de nid de poule, le début du ramassage des feuilles et la réparation de notre tamis à sel également pour la période hivernale qui s'en vient. Service technique et du traitement des eaux, plusieurs projets qui sont travaillés actuellement. C'est des projets qui sont en préparation en 2024. Donc, mais il y a des travaux qui sont débutés. Donc, la réfection des étangs aérés qui demande quand même beaucoup de temps de suivi. Réservoir de rétention Victorin en vue de l'an prochain avec les réfections des rues Victorin, Matte, Boivin, Pagé, réfection de l'île, resurfaçage de la rue Guillemette. Donc, tous des projets qui vont avoir lieu en 2025. En plus de suivre l'étude pour voir la capacité de nos infrastructures en amont de notre usine de filtration, donc entre notre prise d'eau, la Jacques-Cartier, et notre usine de filtration, donc sans le mandat est donné, donc on fait un suivi là-dessus. Poursuite des travaux en lien de notre plan de protection de notre source d'eau potable. D'ailleurs, il y a une présentation citoyenne jeudi cette semaine. Donc, c'est Mme Lavas et Simone, je pense, de mémoire, c'est ça.
Je vais peut-être vous en parler davantage tout à l'heure, mais je pense que c'est jeudi soir, c'est ça? Le soir de la synthèse. Euh, au mois de septembre, on a 84 850 mètres cubes d'eau qui ont été traités. Il a tombé 86 millimètres de pluie. Donc, voyez-vous, on est rendu à tout près de 57 000 mètres cubes d'eau de moins en 9 mois que l'année passée, mais c'est 129 000 de moins en 2022. C'est quand même assez important. Et je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion des officiers le 4 septembre, une pratique le 7 septembre où 19 pompiers de Donnacona étaient présents. Une pratique qui a eu lieu en collaboration avec le service de Neuville également, comme on fait maintenant de façon assez régulière. Et cette fois-là, c'était un samedi. Ça s'est fait dans le chemin de la chemin des Ormes. Chemin des Ormes, donc perpendiculaire au deuxième rang. Et donc, un bâtiment qui a été incendié, bon, avec l'autorisation évidemment de son propriétaire. Donc, ça a été toute une pratique pour nos familles, des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire régulièrement, mais non, ça a été une belle journée de pratique et d'apprentissage. Notre directeur a participé à 3 rencontres du comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf pour la révision du schéma de couverture de risque. Évidemment, il y a tout eu le déménagement dans notre nouvelle caserne. Bon, on en reparlait avec la belle journée de porte ouverte qu'on a eu le 28 septembre où la température est également de notre côté, là. Et au niveau des sorties, c'est 15 sorties qui ont eu lieu au mois de septembre, 9 alarmes incendie et pour le reste, là, un entraide à la ville de Neuville, un feu de bâtiment et un accident de véhicule également. Donc, on poursuit là, nos actions en lien avec les schémas de couverture de risque. D'ailleurs, il y a eu 11 exercices d'évacuation qui ont été faits, résidences de personnes âgées, nos écoles, les garderies, les CPE. Donc, ça s'est fait au courant du mois de septembre avec particulièrement notre technicienne en prévention incendie. Donc, je dirais que ça fait pas mal le tour, un résumé des activités municipales du mois de septembre. Merci, M. Germain. Avant de continuer la parole à Mme Bouffard, il y a quelque chose d'important sur la carte d'immigration. Je parlais des immigrants. Et la loi du gouvernement qui va passer de 20 à 10 %. Ceci ne touche pas ceux qui travaillent sur le côté agricole. Ah, Les autres sont immunisés, si je pourrais dire, ne sont pas touchés par cette réglementation-là. C'est assez important de le mentionner. Alors, Mme Bouchard, oui. oui, merci, M. le maire. Alors, j'ai participé, comme tout le monde, à l'Expo d'Annapurna en début septembre. Le 11, dans le cadre de la semaine de la municipalité, j'ai dîné avec les employés du garage municipal. Le 12, c'était une visite privée là, de la caserne des incendies, toujours dans le cadre de la semaine des municipalités. Le 17, j'ai participé à un CA de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Il n'y a rien de particulier, mis à part l'adoption des procès-verbaux, les comptes payables, puis le rapport de gestion de Mme la directrice, Mme Junot. Le 28, ben, j'ai participé à la journée là, porte ouverte à la caserne. C'est tout. Merci, Mme Bouchard. Super. Merci, M. le maire. Bonsoir. Le samedi, le 7 septembre, j'ai assisté à l'Expo de Nagano. J'ai fait mon après-midi de garde. Mercredi, le 11 septembre, j'ai assisté au barbecue des employés. C'était une belle réussite. Je pense qu'il apprécie beaucoup cette journée-là. Et en fin d'après-midi, j'ai accepté. J'ai assisté à une rencontre du SINAF. Le SINAF, vous pouvez aller pratiquer votre jogging, votre marche le long de la rivière. Le sentier est praticable, il est ouvert, il est praticable. Les travaux pour l'escalier sont très avancés, les piliers sont posés, on commence à poser des masques. Ça avance. Il y en a 136 à poser, je pense. Oui. Il devrait avoir fini suite à la fin d'octobre, je pense, parce que les travaux sont à jour. Le dimanche, j'ai assisté au déjeuner du journal avec le comité du journal. Mardi, le 24 septembre, c'était l'arrivée des gens de Maquet. Donc, on a eu le comité du journal a eu 15 jours très intenses. On les a accompagnés, mais pas tout le temps, c'est pas grave. Et la plupart du comité du journal les a accompagnés dans tous les déplacements qu'ils ont eu, les visites qu'ils ont faites. Le 26 septembre, j'ai eu l'occasion d'assister en groupe restreint à la caserne des pompiers, à l'ouverture, à la visite de la caserne des pompiers d'incendie.
avec le groupe des Jamaïcains. Ils ont été impressionnés de voir notre caserne d'incendie avec la technologie qu'il y avait là, l'équipement qu'il y avait là. Ça, ils ont un truc, je pense, là. Fait que c'était vraiment une belle visite. Je félicite les pompiers et monsieur Andois parce que c'est vraiment impressionnant le groupe qu'il y a. Puis on voit qu'ils ont du cœur, ils ne peut pas dire qu'ils ont du fou derrière, mais on ne peut pas faire de vraiment. Mais ils sont vraiment impliqués, nos pompiers. Ils sont bons. Ils sont fiers aussi. Ils sont fiers. Oui, ils sont fiers de leur caserne. Puis je pense qu'il y a un esprit d'équipe dans ce groupe-là assez impressionnant. Fait que c'est ça qui fait mon mois de septembre. Merci. Merci, M. Paris. Madame Lambert. Oui, donc moi, comme les autres, l'Expo de la Canada, puis les portes de la Gazette. J'ai aussi le 19, c'était le CA des régions régionales des matières résiduelles. Le gros de la soirée, naturellement, c'était sur le budget. Donc, c'était la présentation du budget. Donc, on va tout à l'heure prendre des résolutions de l'acceptation du budget de la région régionale. Je suis contente parce que cette année, on a une augmentation de 1,45 contrairement à l'année passée, où c'était assez houleux, mais cette année, tout le monde a fait le devoir et l'année passée, il y a une marche à monter, il fallait le faire, puis c'était fait, mais cette année, c'est revenu plus à la normale, donc c'est une belle nouvelle pour nous autres. Ensuite, le 25, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Donc, on a eu le rapport annuel de mai 23 à juin, de juin 23 à mai 24. Je peux vous donner les grandes lignes de ce qui s'est passé en 2023. C'est sûr qu'on remonte d'une année en arrière. Donc, pour ce qu'il y a eu dans la montée des saumons, il y en a eu beaucoup plus l'an dernier. Il y en avait 438, si je me trompe, puis cette année, il y en a eu beaucoup moins. Mais c'est cyclique, là. C'est quand même, on va avoir le rapport de l'année prochaine de nombre de saumons qui ont monté cette année. La région régionale fait beaucoup de campagnes d'échantillonnage. En ce qui nous concerne, nous autres, ils ont échantillonné la rivière Jacques-Cartier, ainsi que la rivière aux Pommes et plusieurs autres. Là, mais en ce qui nous concerne, nous autres, c'était l'échantillonnage avait pris pour la rivière Jacques-Cartier et la rivière aux Pommes. Et tantôt, on parlait du plan de protection de notre eau potable. Et la rivière aux Pommes est quand même à surveiller là, pour le plan de protection. Ensuite, mon Dieu, ce que je pourrais vous dire, la mise en valeur naturellement de la mouchure de la rivière Jacques-Cartier, on va en reparler beaucoup plus dans les prochains mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ils font tellement de choses que les gens ne connaissent pas. La corporation de la Jacques-Cartier n'est pas vraiment beaucoup connue des citoyens, seulement ceux qui sont vraiment intéressés. Je peux vous dire un petit coup d'œil. On fait 92 interventions pour les plantes exotiques envahissantes. Ça veut dire à peu près 5000 mètres carrés. Ils ont planté plus de 700 végétaux, justement pour aller contre les plantes envahissantes. Il y a eu 14 établissements qui ont participé à la trousse éducative sur la biologie du saumon de l'Atlantique. Et de ça, 1802 saumons ont éclos dans ce projet. Je parlais tantôt, il y avait 433 saumons qui ont été transportés. Il y a 28 165 mètres carrés de territoire inventorié. Il y a eu la renaturalisation d'un cours d'eau, démantèlement d'embarques. Ils ont fait 92 000 mètres carrés de milieux humides et hydriques caractérisés. Il y a eu 536 bouteilles d'échantillons d'eau récoltées pour plusieurs paramètres d'analyse. Il y a eu naturellement le plan de protection de sources d'eau potable qui a été déposé. 226 installations sanitaires autonomes et plus de 200 communications publiques. Donc, c'est juste quelques petites actions que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier fait, pas moins naturellement qui est sur le CA, mais il y a quand même une grande équipe de gens d'employés qui tournent autour de la Corporation. C'était mon mois de septembre. Je passe au
justement, la CDJC là, pour les plans d'envahissement dans le parc des Becs Oui. dans les prochaines Moi, le début, c'est dans le part de M. Pignon. Il y avait eu. Ouais, on fait appel à eux, justement. Bon, spécialité là-dessus. Monsieur Bellemare, Oui, merci, M. le maire. Bonsoir. Je vous écoutais parler depuis tantôt, mais moi, l'occasion, j'ai pu la visiter le 4 septembre, quand même avant vous autres, à la réunion des officiers. Puis, naturellement, j'étais là le 28 septembre. Puis, je voulais justement, en glisser un mot, remercier M. Langlois, les officiers, la technicienne en prévention incendie, les pompiers aussi pour leur disponibilité puis leur bel accueil. Vraiment, ça a été un succès sur toute la ligne. Il y en avait pour les grands, pour les petits aussi, avec la barre à rafale, les jeux gonflables. Et aussi les camions qui ont fait 2 sorties imprévues pendant l'inauguration de la caserne. C'est là qu'on a vu qu'on était vraiment en 2024. Je pense qu'il y avait autant de cellulaires que d'adultes qui étaient présents à l'inauguration. Vraiment, il y en a eu pour tous les goûts. Comme on disait, là, il y a eu plus de 1000 visiteurs, dont au moins 300 enfants, parce qu'on avait des petits camions, des petits chapeaux de pompiers à remettre, gracieuseté ponctuelle. Puis, on a manqué bien avant la fin. À part ça, je vais parler aussi de la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. En juin prochain, le 7 juin, il y aura encore une journée d'inclusion à des activités extérieures, encore au maximum à la Saint-Léonard de Portneuf. Et aussi, je vais parler de la PHP, l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Maintenant, il y a un répit de jours sur semaine pour les parents dont leurs jeunes vont au centre de jour et que c'est fermé à la dernière minute. C'est une belle alternative là, que les gens peuvent utiliser. Tu peux contacter l'association par téléphone pour avoir plus de renseignements. Merci. merci, M. Bellemare. Alors, ça se complète les cartes de réunion pour aller voir au cadre de la période des questions. M. Germain, si nous avons des questions, allez. Donc, il y a des gens, comme d'habitude, jusqu'à 15 heures aujourd'hui, même si on était mardi dans les congés hier de l'Action de grâce. Donc, mais on n'a eu aucune question par Internet. Cependant, moi, je vois que M. Barbeau est avec nous aujourd'hui. J'ai été en mesure de pouvoir recenser je dirais, un bon nombre de réponses à des questions que vous avez posées là, lors de la dernière séance. Donc, je vais les défiler là, une après l'autre. Peut-être pas dans l'ordre que vous les avez posées, mais vous allez voir, je les ai regroupées par sujet. Première question que vous avez demandé, c'est au niveau du bilan de l'eau. On en était à combien de litres par personne par jour? Nous, le bilan de l'eau, les données sont envoyées à chaque année. On a des données qui sont approuvées jusqu'en 2022. 2023, ils sont envoyés, mais on n'a pas encore le rapport officiel venant du ministère. Donc, et le bilan de l'eau 2022 indiquait pour la ville de Donnacona, c'est 145 litres par personne par jour, alors que la moyenne québécoise, en fait, la cible, c'est 184. Donc, nous, au fil des dernières années, là, notre bilan s'est vraiment amélioré. On recule 2017, c'était 312 litres par personne par jour. On est descendu à 268, 244, 203, 165 en 2021 et 145 en 2022. Il y a vraiment eu un coup de barre avec les années pandémiques. Là. On peut vous en parler tout à l'heure. Il y a peut-être un lien de cause à effet, quoique les gens étaient davantage à la maison. Mais il ne faut pas qu'il y ait des bonnes habitudes qui ont été prises. Évidemment, le vrai, c'est basé sur des estimations en lien avec nous, notre usine de production. Donc, il y a des calculs qui sont faits, mais le vrai chiffre, parce qu'il y a une des questions que vous avez posées, c'était quoi le pourcentage entre le résidentiel et le non résidentiel? En date du 31 décembre 2023, on va donner la donnée 2023, là, avec les compteurs d'eau, parce que ça c'est infaillible, là, ça ne trompe pas. On en avait une cinquantaine de compteurs d'eau installés. Et les 50, évidemment, c'est le plus grand consommateur. Donc, les concessionnaires auto, les restaurants, les microbrasseries, les lave-autos, le pénitencier. Donc, et uniquement ceux qui avaient un compteur, en 2023, c'était 30 de notre consommation. Donc, est-ce qu'on peut, c'est les grands consommateurs, on en a 179 à peu près installés d'ici le 1er juin l'an prochain. Est-ce qu'on peut dire qu'on va peut-être atteindre 45 à 50 On peut estimer ça. Alors, ça ne sera pas le double parce que c'est nos grands consommateurs, c'est ceux-là. Mais le vrai chiffre, je vous dirais qu'on va l'obtenir 2025 en principe
tous les ICI vont s'être dotés de compteurs d'eau. Donc, 2026, on va passer une année complète avec les compteurs d'eau. Donc là, on aura vraiment un chiffre précis, mais ça nous donne quand même un aperçu de ce qu'on a par rapport à ça. Vous nous avez parlé également des coûts d'électricité versus le gaz naturel. Donc, je vais vous faire la comparaison des années complètes 2022-2023. 2022, on a la ville de Donnacona pour l'ensemble de ses bâtiments, éclairage, donc tout ce qu'on paye en électricité, c'est 597 800 $ qu'on a payé et versus 70 000 $ en gaz naturel. Et il y avait un petit peu de mazout là-dedans parce qu'on avait encore des réservoirs de mazout, particulièrement ici à l'Hôtel de Ville 2022. Ça s'est transformé au cours de l'année. Mais en 2023, on a eu une augmentation de 1,5 % de nos coûts d'électricité. On est passé à 597 000 versus, on est descendu, on a une baisse de 34 % de notre gaz, donc pour tomber à 46 000 $. Donc, l'ensemble de nos dépenses énergétiques, c'est 93 % qu'on est en électricité dans l'ensemble de nos bâtiments versus 7 % en gaz naturel. Donc, à votre question, est-ce que c'est rentable pour la ville de continuer en gaz naturel? Bien, c'est sûr que si on prend le chiffre de 46 000 $ en 2023 sur l'ensemble du budget, bon, on parle de 0,3 % à peu près de l'ensemble du budget, mais de dire qu'on va prendre ce 46 000-là, on va investiguer, est-ce que le 46 000 est plus rentable que si on transformerait tout ça en électricité? Je ne vous cacherai pas je n'ai pas descendu jusque-là pour faire ce calcul-là, mais le tarif qu'on a, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le tarif qu'on paie, on est en 2 sections dans la ville. Chacun des bâtiments est traité individuellement. Et lorsqu'on atteint jusqu'à 15 090 kWh par mois, on paye 0,10959 kWh. Donc, vous sortiez le chiffre du résidentiel, là, ça ressemble beaucoup au résidentiel. Par contre, lorsqu'on dépasse un 15 090 kWh, jusqu'à 210 000 kWh, on tombe à 0,05569 kWh. Donc, entre 15 000 et 210, on n'a pas le tarif que vous mentionnez, le tarif M, là. On n'est pas catégorisé comme ça, là, mais on a vraiment une réduction de tarif entre 15 000 et 210 000 kWh d'utilisation mensuelle. Donc, c'est là qu'on a. Et au niveau du gaz naturel, ben, je vous dirais que celui-là, c'est le chiffre qu'on peut donner, là. On est baissé, on a descendu à environ 55 cents du mètre cube, à peu près. Donc, de l'ensemble, on en a ici, on en a un petit peu à l'Arena. Je pense un petit peu également au garage des travaux publics, mais comme vous voyez, c'est quand même assez, somme toute, minime sur l'ensemble de notre dépense énergétique, là. Donc, il y avait ça. Vous avez parlé beaucoup de financement, refinancement avec une résolution du mois de septembre. Je vais corriger, là, je vous avais dit que la dernière fois que l'institution financière, je pensais bien que c'était Desjardins et non, j'étais dans l'erreur. C'était Valeur mobilière, Banque Laurentienne, qui a remporté la soumission à 3,6 %. Et la portion du 8 703 000 $ qui est supportée par les citoyens de la ville, qui n'est pas subventionné, c'est 86,82 %. Il y a un 13,18 % c'est la part subventionnée. Et nos dernières aides financières, c'est pratiquement tout comptant, là. Donc là, c'est la nouvelle pratique du gouvernement du Québec. On est quand même bien heureux de ça, là. Ça évite qu'on ait emprunté pour eux, même si nous rembourser capital d'intérêt, ça reste que on n'a pas cet exercice-là à faire, là. C'est une bonne chose. Et le plafond, je vais vous donner l'information. Je vous ai dit que j'allais vous la donner au budget, mais je vais vous la donner tout de suite. Selon les estimations qu'on a actuellement avec les projets d'immobilisation qui sont en cours et qu'on va venir dans les PTI, le plafond, ça va être en 2027 qu'on va l'atteindre. Donc, il va être de l'ordre de 38 326 700. À partir de 2028, on va être en dégradation, on va dire ça comme ça, là. Donc, quand vous parlez de 38 millions, parlez-vous net, là?
Toutes sommes confondues, là, incluant les aides financières. Là. Mais, Brut. oui, brut. OK. Net, c'est quoi? Euh, 30 millions? ça, ça va être à peu près ça parce que le ratio avec aujourd'hui ne changera pas beaucoup, étant donné que maintenant, ils nous payent cash directement. Là. Donc, je vais vous la sortir, mais je miserai dans ces eaux-là environ. Là. On va revenir au gaz naturel. Là, mais mon idée là-dedans, là, c'était est-ce que c'est plus rentable électrique versus gaz naturel? C'était ça ma question. Là, vous m'avez donné des chiffres. Je veux dire, le prix que vous payez pour le gaz naturel versus l'électricité quand ça dépasse un certain kilowattheure. Si on convertit le gaz naturel en kilowattheure, ça donne quoi? Non, ça, je l'ai pas fait. C'est là qu'on verrait si c'est rentable ou si ça ne l'est pas. Okay. Bon. Pour l'eau, il n'y a pas une étude qui avait été faite pour vendre de l'eau à Cap Santé. En fait, il n'y a pas eu d'études qui a été faite. Nous, la seule chose qu'on a fait, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train d'analyser en amont de notre usine de filtration, c'est quoi la durée de vie utile et c'est quoi l'état de tous nos équipements. Donc, à partir de la prise d'eau jusque-là, parce que Cap Santé sont en train de faire des démarches de leur côté aussi. Là. Justement, il y a des rencontres qui vont se faire vers la fin de la semaine, cette semaine, avec leur firme d'ingénierie et la nôtre également là-dessus. Les autres, je pense qu'ils cherchent des alternatives pour un peu s'améliorer de leur côté. Mais de notre côté, avant d'aller plus loin, on veut voir est-ce que nos conduits, est-ce que c'est ça, nos infrastructures actuellement, ils seraient capables de pouvoir se rendre jusqu'au niveau de leur débit et principalement lors des périodes de pointe, là, parce que les périodes de pointe d'une ville à une autre, ils se ressemblent pas mal tout le temps. Tu sais, c'est 7 h à 8 h le matin, puis 5 h à 7 h le soir, le temps de la vaisselle, des douches, des bains, tu sais, c'est souvent là les périodes de pointe. Fait que c'est ça qu'il faut regarder en fonction de l'État. Et nous, on a donné un mandat à la firme Stantec pour faire ça actuellement. Donc, ils sont allés faire des visites souterraines en dessous de l'autoroute. Il y a des conduites qui sont là. Donc, on va avoir ce rapport-là normalement pour la période des fêtes. Là. Parce que oui, il y a un opérateur qui m'avait dit qu'on pouvait produire 7200 mètres cubes par jour. Théoriquement, c'est l'information est bonne. En pratique, ça ne sera même pas la moitié. C'est là qu'il faut voir est-ce que justement on est capable de se rendre jusque-là et si on a des actions à faire pour grossir le tout. Si on viendrait qu'à analyser pour faire grossir des équipements, est-ce que justement on est capable de le prendre? Et donc, on est en train de faire cette analyse-là. Là. Parce que j'avais parlé au mois de décembre, j'avais cité le ministre Bernardel, lui il disait que le futur des municipalités, c'est l'échange de services. Parce que là, les coûts dans le monde municipal explosent. Hein? Puis c'est ça l'avenir. En fin de compte, moi, j'ai rencontré un gars de Cap Santé dernièrement, là, puis disons, si le Cap Santé, là, ils sont obligés de créer une usine d'eau potable, s'alimenter, prendre l'eau dans la rivière, ça va leur coûter combien? Hein? Oui, bonne idée. Mais est-ce que vous parlez Cap Santé de Donnacona là-dessus? Oui, absolument. Oui. Puis, là, vous ne pouvez pas me dire, mettons, c'est quoi les possibilités, mettons, en mètre cube d'eau que vous pourriez disposer, je veux dire, pour Cap Santé en ce moment. Puis qu'est-ce que Cap Santé, ça leur prendrait, mettons, pour suivre la tâche? C'est exactement ce qui est en train de. Eux, ils ont mandaté une firme d'ingénierie qui travaille actuellement là-dessus depuis le mois de mai-juin. Ils sont là-dedans, puis les deux firmes d'ingénierie se rencontrent vers la fin de la semaine, cette semaine, là, pour essayer d'analyser leur flûte. Mais oui, effectivement, on parle avec les gens de Cap Santé depuis un bout de temps. En même temps, on ne peut pas non plus faire de fausses illusions.
ou de fausses attentes. Si on n'est pas en mesure de pouvoir, même si on le voudrait, si on n'est pas en mesure, nos conduites, on devrait toutes les changer, puis qu'on doit faire des travaux majeurs, bien là, c'est sûr qu'il faut regarder un peu qu'est-ce que ça amène en termes de coûts, comment ça pourrait être difficile, comment ça pourrait être supporté. On connaît nos enjeux, on connaît moins on les entend, les enjeux de sécurité santé, mais on n'est pas dans leur, on les administre pas. Donc, ils ont leur réalité à eux. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais avant tout, il faut voir, est-ce qu'on a cette capacité-là de pouvoir se rendre pour atteindre notre capacité théorique, justement, de 7000 mètres cubes par jour. Là. Hein? Okay. En ce moment, votre capacité théorique, c'est quoi? 7000 mètres cubes par jour. Actuellement, là, c'est notre capacité théorique. Là. Oui, mais en pratique. Ah, ben en pratique, on atteint, vous les voyez, là, tu sais, on est à des mois 84 000, 90 000, 94 000. Ma question, c'est ça, 84 000 mètres cubes. Ça, c'est le dernier mois, oui. Bon, ouais. Sur 84 000 mètres cubes. Ça représente à peu près 3 000 mètres cubes par jour. Ah, c'est ça, le système. C'est à peu près la moitié du système. Oui, mais là c'est ça que je disais tantôt, la moitié du système. Le système comme tel, est-ce qu'en ce moment, il est capable de se rendre à 7000 mètres cubes? Oui. Ouais. On est capable encore de continuer. Est-ce que d'un coup sec, on pourrait se rendre jusqu'à 7000? C'est ça qu'on est en train d'analyser, voir si la qualité des infrastructures est encore bonne pour pousser les machines pour se rendre jusque-là. Oui, une économie d'échelle à faire avec ça versus Cap Santé. Oui, mais il y a quand même, on a notre réalité aussi. Là. On connaît, il y a des projets de développement qui s'en viennent. On veut pas non plus se nuire à nous-mêmes. C'est ça, on ne veut pas non plus se déculotter nous-mêmes. Avec les fondeurs d'eau commercial et industriel, vous le voyez, là, disons que ça. Tout ce secteur-là, ça va baisser. Oui, mais demain matin, il arrive un développement dans le secteur de l'ancien site de l'usine de Port-des-Papiers, ça peut changer la donnée. Voilà, on tombe dans un autre sujet. Ah, absolument. Mais c'est un sujet qu'on doit penser. J'ai déjà cité, disons, des études faites par, comment on appelait ça, l'Institut de la statistique du Québec, là, versus la MRC de Port-Neuf, là. Attendez-vous pas à avoir des développements et exponentiels dans le futur. On va regarder seulement la population 65 ans et plus, elle a connu, c'est déjà 25,6 %. Il n'y a pas grand monde qui va faire des centenaires là-dedans. Hein? Non, mais on reste quand même, on a quand même une demande de la région de Québec. On ne va pas les chercher par la main, là, mais les autres, ils viennent à nos portes, ils nous demandent la disponibilité des terrains dans un avenir rapproché. L'avenir rapproché, c'est l'ancienne usine dans 5 ans. 5 ans, c'est demain, ça. Et la demande est là. Et comme M. Germain l'a dit, ce développement-là, il faut le garder dans nos cartons parce qu'il fait partie de notre futur. Ce développement-là, dans 5-6 ans, vous dites, là, c'est quoi le nombre de portes? Il n'y avait pas de données là-dessus. Là. On le sait, mais je ne le dirai pas. OK. J'avais pas. Ça cherchait bien gardé. Pour l'instant, oui. Ah, bon. On va commencer par le réhabiliter puis le décontaminer. Puis après ça, on va voir. Bon. OK. Ça va être pour l'instant. Le point que le développement, l'expansion du parc industriel, on va agrandir le parc industriel, ça va prendre de l'eau aussi. Non, je suivais aussi. Connaissez-vous ça? Au habitat de Neuville. Personne ne connaît ça. 184, route 138 à Neuville. le nouveau immeuble, là? Le bel immeuble de 3 étages. C'est pas les marées là, que je parle. Là. Non, pas les marées. Non. C'est 184 route 138. Ça, c'est un concept qui vient du Danemark. Ça a été créé au Danemark des années 70. Puis à Neuville, disons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour ça. Là. Disons, je n'en parlerai pas dans les détails. Là. Mais lui, il est intéressé par ce
concept-là. Ça, c'est un concept qui, à Neuville, il y en a un, là, comme je vous l'ai dit, là, ça serait assez long d'expliquer tout le concept de tout ça. Là, mais C'est ça, ça une cuisine pour tout le monde. c'est communautaire, ça, dans le sens. En fin de compte, là, le principe, là, vous êtes au courant? Oui. C'est quelqu'un qui a acheté, mettons, une terre, mettons, de 20 acres avec une façade de 388 pieds carrés. Puis, disons, la profondeur, disons, on peut construire, mettons qu'il n'y a pas besoin à quelque part, c'est 160 pieds carrés. Puis, on construit 12 maisons là-dessus. Puis, c'est ça le principe. Mettons, si quelqu'un de Donnacona viendrait, mettons, voudrait développer ce genre de concept-là, disons, premièrement, disons, il y a l'urbanisme, il faudrait qu'il fasse des modifications certaines de sa là. Mais êtes-vous ouvert, disons, à ce qu'un genre de projet-là, mettons, pourrait être implanté à Donnacona? C'est sûr qu'actuellement, dans les offres de terrain qu'on a, non, il y a des promoteurs privés qui ont du terrain encore à développer dans différentes phases. Là. Mais nous, personnellement, la ville, pour être en mesure de pouvoir accueillir, on n'a pas ce terrain-là actuellement. Il nous appartient. Là. Je suis un gars qui s'informait de ça, puis il va poser la question. Il peut nous appeler aussi. Mais je suis au courant de ce que vous parlez. Ouais, on va essayer de fouiller plus en profondeur le dossier, peut-être plus au courant de la façon qui fonctionne, en fin de compte. Parce que les maisons comme telles, ils ont une évaluation, le terrain, c'est zéro. C'est comme un concept indivise, puis c'est géré coopératif. 5 administration, 5.1, convention entre la ville de Donnacona et la SPA de Québec pour le recensement et la gestion de la vente des licences. Constate que la ville de Donnacona souhaite renouveler la convention avec la Société protectrice des animaux du Québec, la SPA, pour le recensement et la gestion des ventes des licences d'animaux sur son territoire. Considérant que le règlement numéro B578 sur la gestion contractuelle ainsi que la loi sur les cités et villes, permettent à la ville de conclure sous contrat de gris à gris. Alors, la résolution que le conseil municipal approuve la convention pour le recensement et la gestion de la vente des licences sur son territoire entre la ville de Donnacona et la SPA de Québec pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028 et est automatiquement renouvelable 4 ans à la fois. Et que le conseil municipal autorise M. Benoît Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer au nom de la ville cette convention. Donc, j'ai besoin d'un peu de vote. Je propose. Ouais. Alors, 5.2, approbation du budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Alors, concernant que la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 19 septembre dernier ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Concernant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2025 par une résolution de leur conseil. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona approuve le budget de 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour 19 602 518 et que le conseil municipal de la ville approuve la quote-part GMR 2025 présentée par le tableau rapport final du tonnage pour le calcul des quotes-parts 2025 établi à 207,76 par tonne métrique et qui représente une augmentation de 3,9 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à l'autre. Comme Mme Lambert a mentionné, c'était 1,45. Merci, Mme Lambert. Et que le conseil municipal de la ville approuve la quote-part BFS 2025 présentée par le tableau des quotes-parts 2025 pour les boues de faux septiques, sachant que ces quotes-parts sont établies par secteur, revisées et facturées au réel à la fin de chacune des années financières. Alors, ceci représente 236,16 $ pour le secteur A et B, 208,74 $ pour le secteur C,
et 162 et 74 de secteur D. Secteur D, c'est notre secteur. C'est ça, Mme Lambert, c'est ça. C'est. Le Conseil municipal de la ville de Donnacona approuve également le programme triennal des immobilisations de 2025 à 2027 pour 11 milliards de 11 millions 47 000. Wow! Juste une couple de pièces de différence. Oui, juste un zéro de trop. Adopté par la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf le 19 septembre dernier et que le Conseil municipal de la ville approuve le budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf tel que présenté. C'est la proposition. À 11 millions, je le propose, mais 11 milliards, 11 milliards, Merci, M. Bellemare. C'est juste un complément d'information, là, en termes concrets, en termes de dollars pour les citoyens de Donnacona, le budget de la quote-part, en fait, parce que le budget de la régie, c'est une chose, les quotes-parts, c'est autre chose, mais au niveau de la quote-part, pour la ville, c'est 1,45 supplémentaire. Ça représente 14 179 $. Donc, pour atteindre le chiffre de 991 860 $ et 18. Donc, ça, c'est la quote-part de la ville de Donnacona qui représente, là, je dirais, 10,3 % de l'ensemble des quotes-parts de tous les membres de la régie. En fait, c'est 10,6 exactement. La prochaine million. Oui. Alors, 5,3. Demande de virement budgétaire, service des loisirs de la culture et du communautaire. Oui, donc, une demande de virement budgétaire du service des loisirs pour le changement des caisses de son de l'aréna et la réparation et achat à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est un virement qui est fait entre les salaires du camp de jour pour un montant de 34 000 $ pour l'entretien du bâtiment de l'aréna. Donc, c'est le but de la résolution. Alors, en proposant. Je le propose. Je pense. Donc, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation écrite, acceptation d'un procès-verbaux, séance ordinaire du Conseil de 2009 le 23 septembre dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du mois précédent. Donc, en faisant cours des séances du 9 et le 23 septembre, donc vous avez une copie des procès-verbaux dans votre document. Merci. Alors, un proposant. Je le propose. Parfait. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant direct. Oui, donc, comme à chaque année, le but de la résolution de ce soir, c'est que la municipalité de Donnacona rejoigne le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires aux activités de l'organisation municipale. C'est un contrat qui nous avait 3 ans, qui va être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables également. Le but de la résolution également que la Ville de Donnacona confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement qui est prévue au contrat et de prendre la décision en notre nom. Que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés le formulaire d'inscription en ligne qui vise à connaître un peu les quantités annuelles des différents types de carburants. Que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat va être adjugé, et que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion qui sont basés sur les quantités de carburant qui sont requis pour l'organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ va facturer trimestriellement l'adjudicataire d'un frais de gestion de 55 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et en fait, c'est 0,55 sous, pardon, 0,55 sous par litre et 1 sou par litre pour les non-membres de l'UMQ, parce que ce n'est pas réservé uniquement aux membres de l'UMQ. Il y a des non-membres qui peuvent également adhérer. Donc, voilà, c'est le but de la résolution de ce soir. Merci. Le proposant. Je propose. Un contre. Alors, 7.2, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, soit la reconstruction de la caserne du service de sécurité naissance. Oui, donc on est en train de terminer ce chapitre-là. Donc, on est dans les dernières directives de changement qui ont eu lieu plus vers la fin
du chantier. Donc, en vertu du règlement de gestion actuel qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 du règlement, le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, ce soir, c'est les modifications, on les regroupe, là, c'est le frais de prolongation en raison de la modification de certains profilés de bois en raison des délais de production. C'est la directive LEV 05 et la directive ME 11 qui est l'ajout de 2 lividoires d'air comprimés et la relocalisation des lividoires d'eau. Donc, toutes des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Et le coût impliqué, c'est 45 296,63 incluant les taxes. Merci. Un proposant. Je propose. D'accord. Alors, c'est ce qu'on fait des points numéro 7, point numéro 8. Alors, les 4 premiers points faisaient partie de la consultation publique. Donc, elles sont très bien expliquées. Alors, on va aller directement aux résolutions. Alors, autorisation de dérogation mineure 2024-030 pour 100 métiers sur rue Plot. Alors, on fait notre proposant. Je propose. Autorisation de dérogation mineure 2024-034 au 248-738. Je propose. 8.3, les PIA, entrée de la ville, les espaces commerciaux, autorisation de nouvelles enseignes sur le bâtiment pour 240, 238. C'est pas une dérogation qui est en assemblée, mais c'est en lien avec la dérogation précédente. Il y avait une dérogation, mais il y a aussi un PIA. Donc, le PIA est en lien avec la dérogation de 248. Et le but de la résolution, c'est d'approuver conditionnellement le projet. Ça, c'est vrai. C'est la résolution d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande de permis numéro 2024-0113 et la réalisation des travaux projetés tout en exigeant que le requérant de l'enseigne fusée soit apposé directement sur le bâtiment comme les autres enseignes modifiées pour créer une ensemble plus harmonieuse et cohérente et non un panneau additionnel de couleur. C'est le proposant. Je propose. Maintenant, pour le dérogation mineure 2024-535 pour le 467 rue Notre-Dame, je fais le proposant. Je propose. Dans celle-là, en fait, peut-être le cas particulier, le CCU recommandait de refuser la demande de dérogation mineure au départ, telle que présentée. Et avec le refus de la demande de dérogation mineure, il y a eu une modification du projet par le requérant. Donc, l'empiètement du deuxième stationnement, comme le disait tout à l'heure Maître Gignac, devant l'agrandissement projeté, c'est 3,81 mètres au lieu du maximum de 3 mètres prescrit. Donc, le but de la résolution, c'est d'autoriser 2024-035 modifié et d'autoriser l'empiètement de 3,81 mètres. Là. 8.5, dérogation mineure de 50. Ça, c'est la résolution d'autoriser la demande de dérogation mineure 2024-038, tout en exigeant du requérant qui remplace les 2 arbres matures qui devront être abattus pour réaliser la nouvelle construction par 2 nouveaux arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres, chacun en façade de celle-ci. Proposant. Je propose. Alors, 8.6, PIA en ville de la ville, les espaces commerciaux, autorisation pour le remplacement sur l'enseigne, le bâtiment institutionnel situé au 470 138. Par conséquent, une demande de permis numéro 2024-02-96 a été formulée à la ville afin d'autoriser le remplacement de l'enseigne actuelle sur socle qui sera démoli pour le bâtiment situé au 470 138 à Dollarama en ajoutant une enseigne à plat sur la façade avant, considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C11, considérant que le CTU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement le projet présenté. La résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2024-02-96 en exigeant du requérant que la fiche projetée
contrairement à l'image soumise dans sa demande, présente une prédominance francophone comme dans la commande de CCU. Alors, je tiens le proposeur. Je propose. Pour situer tout le monde, là, c'est la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Là, donc, ils vont enlever, comme vous l'avez vu, là, la partie enseigne sur ça qui est à gauche pour apposer quelque chose avec la rénovation du revêtement du bâtiment. Là. Hein. Moderniser également. Alors, ça se complète les points numéro 8. On va passer au point numéro 10, qui est autre sujet. Alors, 10.1. Félicitations au service des communications, au service de sécurité incendie pour la tenue de la journée de porte ouverte à la nouvelle caserne du service de sécurité d'incendie. Alors, concernant la journée de porte ouverte à la nouvelle caserne, c'est tenue le 28 septembre dernier. Concernant la tenue de cette activité, alors pourrait être un succès sans l'implication des services de communication, ainsi que le personnel du service de sécurité d'incendie de la ville. Alors, la résolution est de féliciter Mme Valérie Vallière, responsable des communications, ainsi que le personnel du service de sécurité d'incendie pour la planification, la préparation et l'organisation de la tenue de la journée porte ouverte à la nouvelle caserne du service de sécurité d'incendie qui s'est tenue le 28 septembre dernier. Alors, je vous en ai proposeur. Je propose. Alors, 10.2, aide financière à l'organisme ALO Entraide communautaire pour l'organisation de l'opération des Rouges 2024. Alors, considérant la demande d'aide financière adressée à la ville de ALO Entraide communautaire pour l'organisation de l'opération des Rouges 2024 en Port-Neuf, il concerne que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 500 $ à l'organisme ALO Entraide communautaire pour l'organisation de l'opération des Rouges 2024 à Port-Neuf et d'autoriser ces dépenses à même code budgétaire. Je ferai proposant. Je propose. Contre. Alors, 10.3, appui à l'organisme ALO Entraide communautaire pour le projet pilote du créateur public du Québec. Alors, considérant que le créateur public du Québec lance un projet pilote pour permettre à des organismes d'être reconnus comme assistants, par exemple, auprès d'une personne isolée qui vit une difficulté. Considérant que l'organisme ALO Entraide communautaire possède une bonne expertise et est reconnu pour la qualité de ses services sur le territoire de la NRC de Port-Neuf. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona appuie le dépôt de la candidature du ALO Entraide communautaire au projet pilote du créateur public du Québec, ça reconnaît des organismes comme organismes assistants auprès des personnes isolées et ce, pour une période de 3 ans. Donc, j'obtiens la proposition. Je propose. Contre. Alors, point numéro 11, deuxième période de questions. CDS, c'est l'intermédiaire pour l'émission des obligations municipales. C'est quoi leurs honoraires? Il faut que je vérifie. Vous me dites le nom de la firme, c'est? CDS. CDS. OK. C'est ça, CDS? Oui. Hmm. Et c'est Ouais, c'est un anglicisme, là. C'est des. CDS, c'est en anglais. Ouais. Donc, ce que vous voulez connaître, c'est le taux horaire. Comment ça va coûter pour l'émission de 8 Ouais. 703 000 d'obligations municipales? Parce que c'est eux autres qui vont gérer ça pendant X temps, 5 ans. Okay. 5 ans. Ouais. C'est ça. Ah. Caserne de pompiers, là, le dossier, est-ce que le dossier est fermé, hein? Autrement? Il reste, il n'est jamais fermé tant que l'ensemble des déficients ne seront pas corrigés. Là. Donc, nous autres, il y a toujours une retenue comme chacun des projets. On garde la retenue tant aussi longtemps que l'entrepreneur n'a pas fini les travaux comme on veut les avoir. Donc, avant qu'on fasse ce qu'on appelle l'acceptation finale,
Il y a toujours, puis là, il reste encore des petites affaires, là, somme toute mineures, mais le dossier n'est pas fermé à 100%. Là. En compte, on inventerait combien pour la caserne de pompiers? Je dirais que ça, les chiffres, on les connaît pas mal, là, dans le sens qu'on sait là, ce qui est dans les cours là, avec les directives de changement comme ce soir. Là. Ouais. Donc, on va terminer pas mal, pas autour, mais à 9,6 millions. Okay. CDS, le Canadian Disciplinary Security. OK. J'ai l'impression que ça va être 50 000 ça peut coûter. Est-ce que M. Gignac, j'avais demandé la dernière fois que je suis venu, là, le pourcentage, je peux dire, de nouvelles obligations, puis le montant des obligations qui ont été renouvelées. Puis, disons, ça donnait 50 000 de moins que le total de 8 703 000. En fait, il y avait 6 650 000 C'est ça. de nouveau et 2 053 000. Puis, si on fait le total des deux, Ça fait 8 703 000. pas 8 653 000. 8 650 000 plus 2 053 000, ça fait 8 703 000. OK. Ah, c'est une nouvelle réponse pour CDS. Oui, pour la sortir. C'est pas nous qui mandatons CDS, c'est le ministère des Finances qui fait les émissions d'obligations pour. Probablement qu'il y a un coût quelque part, mais c'est pas la ville de Donnacona qui mandate CDS, c'est vraiment le ministère des Finances qui fait l'émission des obligations et qui fait la publication de l'appel d'offres. Bon, c'est quelqu'un. C'est un bon monde, il ne travaille pas pour rien. Là. Il y a quelqu'un qui va lui payer. Hein? Mais c'est quand même pas nous qui donnons le contrat, puis j'ai pas le choix de faire affaire avec CDS. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a rien qu'un intermédiaire, quelqu'un d'autre. Ça fait des questions. Alors, pour le numéro 13, les documents, alors 13.1, c'est le dépôt de la liste de correspondance. 13.2, le dépôt des listes de boursiers du 10 septembre au 10 octobre 2024. Ça se trouve de nommer la liste. Là, c'est un dépôt, tout simplement. Maintenant, c'est comme la résultante un peu des modifications qu'on a faites récemment du bâtiment avec ce que Mme Lou était vous présenter. Ouais. Donc, vous avez les listes sélectives des déboursés qui sont là. Pour la liste des. Ah, des chèques émus, vous pouvez peut-être le dire. Ouais, juste, mais pas le détail après parce qu'on en a jusqu'à minuit, mais non, mais c'est pas écrit ça. Oui, absolument, on peut le dire. Ouais. Okay. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 15 600,56 $. La liste de dépôts émis pour un montant de 1 391 419,92 $. La liste des prélèvements émis pour un montant de 859 394,64 $. Et puis la liste des déboursés pour des services de dette pour un montant de 413 273,25 $. C'est complété point numéro 13, point numéro 14, lever la serre, je vous en ai un proposeur. Je propose. Ce qui conclut la séance de conseil du 15 octobre. Merci.